Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Choc FM, c'est Franco Raptors, votre émission franchement Raptors, 100% en français sur les ondes de Choc FM 105.1 avec comme d'habitude Mike Laviole et Patrick Bizindavi. On est à l'épisode 25 et Patrick, on est au dernier épisode de la saison régulière et contrairement à l'année dernière, cette année, il y aura un épisode supplémentaire. Ouais. Normalement pour les playoffs, peut-être pour le play-in en cas de grosse catastrophe. On va en parler aujourd'hui. On va avoir l'occasion d'aborder ça. Salut à toi, Patrick. D'abord. Salut Mike, puis on est prêt pour les playoffs. Comme Paul George aime dire playoff P. Là, on va dire playoff Mike. Playoff P, c'est toi? C'est ça. Playoff P. Donc, on croise les doigts que ce dimanche, tu gagnes contre les Brooklyn pour se qualifier en playoff. Mais de toute façon, si ce n'est pas les playoffs, c'est play-in. Donc, on aura une émission supplémentaire avant peut-être la fin de la saison. Et puis, cet été, on aura les tempos de toutes façons. Donc, ouais, c'est ça. On espère avoir quand même plusieurs émissions avant de passer à Franco Tempo. Mais ouais, la saison de WNBA commence le 8 mai. Donc, il faudra qu'on fasse assez vite pour wrap up tout ça, comme on dit en anglais. Pour terminer tout ça, on aura un bilan de saison à faire. On aura énormément de choses à discuter. Et puis, qui sait, peut-être les Raptors vont nous surprendre et on aura des deuxièmes tours de playoff en même temps que la saison de WNBA. Et on aura 2 fois plus de travail puisque on devra faire 2 émissions. Enfin bref, on n'en est pas encore là. Aujourd'hui, au sommaire, on va revenir sur les 3 derniers matchs des Raptors qui ont assuré quasiment leur avenir pour les playoffs en battant et de quelle manière 2 fois le Heat de Miami. Plus compliqué ce soir, au soir de l'enregistrement, face aux Knicks de New York, mais on pouvait s'y attendre, surtout que les Raptors ont reposé beaucoup de joueurs en vue du match contre Brooklyn, justement. On va revenir là-dessus, justement, sur la course aux séries, sur la course au play-in, etc., etc. Ensuite, on parlera des joueurs de la semaine, et j'ai bien dit des joueurs de la semaine parce que on n'a pas réussi à départager les 2 joueurs dont on va parler aujourd'hui. Il fallait qu'on parle des 2, donc on en a mis 2 cette semaine. Vous verrez qui c'est, bien sûr. Ensuite, on aura la question du jour qui sera en rapport avec les playoffs. Vous aurez l'occasion de la découvrir. Et en deuxième partie d'émission, eh bien, on se demandera est-ce que c'est mieux de prendre les Knicks ou est-ce que c'est mieux de prendre les Cavs en playoffs, même si là, il y a de beaucoup plus grandes chances que ce soit les Knicks. Mais on se fera quand même le petit débat. Est-ce que c'est mieux de prendre les Knicks? Est-ce que c'est mieux de prendre les Cavs? Tu nous donneras ton avis, Patrick. Et enfin, on va terminer par quelque chose qui a fait qui a attiré l'attention sur les réseaux sociaux. Et je ne pensais pas que ça attirait autant l'attention. Norman Powell est free agent cet été. Il clame son amour pour les Raptors chaque fois qu'il en a l'occasion. On sait qu'il va demander un gros salaire. Quelles sont les possibilités de voir Norman Powell arriver aux Raptors? Est-ce que ce serait une bonne chose? Et comment faire la place pour Norman Powell, ce qui implique forcément RJ Barrett. Donc, on en parlera en fin d'émission. Est-ce qu'on est plus Powell? Est-ce qu'on est plus RJ Barrett? Est-ce qu'il y a moyen d'avoir les deux? Voilà toutes les questions qu'on se posera en fin d'émission, mais on commence tout de suite par l'actu des Raptors. L'actu des Raptors, c'est parti! Are you ready? Et l'actu des Raptors, c'est bien sûr la course aux séries, la course aux playoffs. Les Raptors qui, aujourd'hui, ce samedi, sont repassés 6e parce qu'ils ont perdu contre New York et Atlanta a largement gagné à Cleveland. Avant cela, les Raptors avaient gagné 2 fois contre Miami et cela de belle manière. Maintenant, la situation est simple, Patrick, pour les Raptors. Il faut qu'ils gagnent leur dernier match contre Brooklyn. Peu importe les résultats de leurs adversaires directs, s'ils gagnent ce match-là, ils ont le tie-breaker face à Orlando. Il y a de grandes chances que, en fait, toutes les équipes puissent terminer avec 46 victoires. Peut-être Atlanta finira avec 47 et sera 5e. C'est ce qui est fort probable puisqu'il joue Miami qui a plus grand-chose à espérer maintenant. Donc, on peut imaginer Atlanta 5e
Toronto 6e avec 46 victoires et Orlando 7e. 7e avec 46 victoires. Ouais. Les Raptors, du coup, qui ont bien fait de remporter ce match contre Orlando. De manière générale, dans la globalité, Patrick, qu'est-ce que tu retiens de cette semaine et des résultats des Raptors? La grande, c'est pas une révélation, mais cette saison, les Raptors ont le secret pour battre Miami parce que c'était leur troisième rencontre. Donc, ils se rencontrent 3 fois, je pense, ou C'est 4 fois. troisième et quatrième cette Troisième et année. quatrième. Ouais. Et donc, ils ont fait un sweep carrément de Miami. Et chaque fois qu'ils jouent contre Miami, c'est pas une victoire en point ou deux, c'est une victoire large au score. Et moi, je m'attendais à un match, le deuxième match surtout, je m'attendais à ce que ce soit très compétitif parce que le premier match, il était fini en troisième quart-temps carrément. Et puis le coach, à la fin, le coach Spo, le coach de Miami avait dit, oh, c'était embarrassant, on va répondre. Et selon les nouvelles, les joueurs de Miami étaient très fâchés. Ils ont eu une rencontre entre joueurs dans les vestiaires. Et le deuxième match, ils sont venus 7-0, Hero qui marquait tous ses tirs. On se disait, OK, donc là, ils vont peut-être gagner ce match, mais ils n'avaient pas compté sur Brandon Ingram. On va revenir, qui a mis 38 points sur ce match. Et donc, le Heat n'a vraiment pas de solution contre Toronto, qui a dominé carrément les 2 matchs à domicile. Et donc, ce qui faisait que donc, on avait dit à la dernière émission, sur les 4 derniers matchs, il faut en gagner 3. Donc, ça, avec les 2 victoires contre Miami, ça a donné une petite marge Exact. de pouvoir laisser partir ce match contre les Knicks pour qu'ils puissent finir avec Brooklyn Nets qui, un, sont déjà éliminés, deux, ne veulent pas gagner. Donc, et puis trois, tous les Raptors seront là parce que c'était ça justement le secret contre Miami. Tous les Raptors étaient là. Donc, les principaux joueurs qui sont dans la rotation, ils ont joué. Et donc, ça a fait que ils ont battu facilement Miami. Mais pour revenir au match de ce vendredi contre les Knicks, c'est un match où les Raptors avaient vraiment décidé de ne pas gagner parce que, c'était un match en back-to-back. Et donc, ils ont dû reposer certains joueurs, dont CMB n'a pas joué, RJ Barrett n'a pas joué, Emmanuel Quickly n'a pas joué. Donc, déjà, quand ils ont annoncé les joueurs qui étaient absents, on savait, OK, là, les Raptors veulent miser tout sur le match de dimanche. Et surtout que cette saison, ils n'ont jamais gagné un match contre les Knicks. Donc, ils se sont dit, OK, on va aller jouer contre les Knicks, on va perdre. Et là, on va miser tout sur le match de dimanche. Ce qui est, je pense, je viens d'écouter Darko à la fin de ce match contre les Knicks, il dit, OK, on sera prêt dimanche, on va mettre le paquet pour gagner. Donc, je pense qu'ils ont bien assuré. Ils ont bien assuré cette semaine parce que là, les fans et nous-mêmes, on s'inquiète parce qu'on a vu ce qui s'est passé contre les Pélicans, ce qui s'est passé contre les Kings. Là, on se dit, là, il faut faire attention là. Mais je pense que ce dimanche, on peut espérer, on peut dire avec certitude qu'ils vont gagner à cause des raisons que je viens de dire. Je ne sais pas ce que tu as retenu. Bah, c'est bien, tu as anticipé ma question que j'allais enchaîner après avoir donné mon avis sur ces 2 matchs contre Miami et tu l'as très bien résumé, j'ai pas grand-chose à ajouter. J'ajouterais juste que malgré tout, Miami est revenu quand même à 6 points, dans la rencontre où les Raptors ont pris La deuxième rencontre, ouais. la deuxième rencontre. Ouais. La première, c'était il y avait pas d'histoire. La première, c'était, du début à la fin, les Raptors ont dominé, Miami n'a pas existé. D'ailleurs, bah, j'en profite pour le placer ici, je voulais le placer après, mais, Bam Adebayo, je trouve ça scandaleux pour Washington d'avoir encaissé 83 points de la part d'un tel joueur. Parce que honnêtement, c'est pas pour lui manquer de respect, mais c'est un joueur qui n'a pas le talent offensif d'un joueur comme Kobe ou comme n'importe quel joueur capable de marquer autant. On voit qu'il force énormément. Il a pris 22 tirs à 3 points dans ce match contre les Wizards et il a obtenu je ne sais pas combien de fautes. Je ne sais pas comment, j'ai pas regardé ce match-là, je ne sais pas comment les Wizards ont autant envoyé sur la ligne des lancers francs parce qu'il n'a pas de technique, il n'a pas de jeu offensif. Ouais. Il prend des tirs à mi-distance, il fait quelques feintes, mais honnêtement, tu restes les bras levés devant lui.
une fois sur deux, une fois sur trois, il va rater. Mhm. Et les Raptors l'ont limité à 7 points sur ce match-là. Ouais. Le deuxième match, il a fait bien mieux, mais là, j'estime que c'est un gros match offensif de Bam Adebayo. Quand il fait un gros match, Ouais. il met 23 à 25 points. Mhm. Mais c'est pour ça que pour moi, c'est inconcevable qu'un tel joueur marque 83 points dans un match contre une équipe NBA sérieuse. Et c'est pour ça que je trouve que c'est plus honteux pour Washington que... Non, Miami, il a fait le match qu'il avait à faire, il a forcé, il a eu 40 lancers francs, donc félicitations à lui, mais je trouve que c'est honteux pour les Wizards. Si tu m'avais dit que c'était un joueur comme Doncic, comme, je sais pas, Ouais, comme SGA, Brunson, ouais. SGA, des Ouais, gars qui ouais. ont des vrais talents offensifs, Mm. qui vont chercher des fautes, qui vont prendre feu au tir, je veux bien, mais je trouve que, en fait, ça fait un peu quand même tâche pour la NBA que ce record, en dehors de Wilt, qui était dans une autre époque, Mhm. ce record de l'ère moderne n'appartienne plus à Kobe, qui était un vrai attaquant, même si on peut lui reprocher tout ce qu'on veut. Lui aussi, il croquait beaucoup, il prenait énormément de tirs, mais malgré tout, il y avait un vrai talent offensif Ouais. que, pardon, mais Bam Adebayo n'a pas. Ouais. Revenons à ce match, ce deuxième match contre Miami. Quand même, le Heat qui a fait un très gros match et qui est revenu dans la partie alors qu'ils avaient été menés, je crois, de 23 Ouais. ou 25 points par les Raptors. Ils ont fait l'effort, mais dans une période où ils ne rataient plus rien à 3 points. D'ailleurs, ma deuxième petite pique, c'est pour Pelle Larson, qui vraiment se prend pour quelqu'un d'autre. Tous les moves qu'il fait, mais qui rate, c'est exagéré. Mais là, il a mis ses tirs à 3 points, il en a mis 2 ou 3 de suite. Après, pareil, Vasquez a commencé, Mhm. pas Vasquez, Raquez, pardon. Raquez. Raquez a commencé à mettre ses tirs. D'ailleurs, lui, il a vécu 2 soirées cauchemars contre CMB, qui l'a vraiment mis dans une prison. Et on va en parler de CMB, il est dans les joueurs de la semaine. Comment on ne pouvait pas le mettre dans les joueurs de la semaine? Mais ouais, voilà, les Raptors qui ont su laisser passer l'orage, retour à 6 points. Et puis derrière, ils ont vraiment assuré défensivement. Et puis en attaque, pardon, par contre, la défense du 8, c'est vraiment pas ce que c'était. Et je veux pas continuer à envoyer sur Bam Adebayo, mais honnêtement, je trouve que sa réputation est un peu exagérée par rapport au niveau défensif qu'il a. Par exemple, face à Jakob Poeltl, il a été inexistant, il a été dominé sur le peu de temps où Poeltl a été efficace parce qu'il n'a pas été très très bon dans ces deux matchs-là, mais il a fait ce qu'il fallait et je l'ai trouvé plutôt moyen. Alors peut-être que je me base que sur les matchs des Raptors et que souvent il est impressionnant, mais moi, le peu de fois où j'ai vu Miami jouer, je ne suis jamais impressionné par Bam Adebayo. Donc voilà, c'était un peu ma petite pique du soir. J'ai mes joueurs comme ça, qui sont dans mon collimateur. Ça ne fait pas de lui un mauvais joueur, hein, c'est un très très bon joueur. Ah oui. Mais je trouve que sa réputation est parfois un petit peu exagérée. Elle a encore été amplifiée par ses 83 points et ce qu'il avait dit à Luka Doncic, par exemple. Je ne sais plus ce qu'il lui avait dit, mais il était allé faire le malin auprès de Luka Doncic, qui est carrément le joueur qui peut mettre ses 83 points. Mais en vrai, moi, mon avis là-dessus, et je terminerai comme ça, sur cette histoire de 83 points, c'est que en fait, les grands scoreurs NBA, s'ils veulent le faire en sortant complètement du jeu, comme Adebayo l'a fait, en forçant, je pense que si un KD prend tous les tirs, Ah oui. il peut le faire. Il peut le faire. Luka, la même chose, il peut le faire. C'est juste que ces joueurs-là jouent the right way, ils jouent de la bonne façon. Là, ce qu'avait fait Adebayo, c'était vraiment du forçage pour aller chercher le record, aller chercher des lancers francs, etc. Donc, respect à lui, il l'a fait. Mais moi, je trouve que c'est pas une bonne pub pour la NBA que ce soit un joueur comme ça qui ait ce record-là parce que bah voilà, ça minimise le fait de pouvoir mettre 83 points dans un match, en fait. Tu as l'impression que même un joueur qui ne sort pas de la norme en attaque, dans la NBA est capable de le faire s'il décide de forcer tous les tirs. Donc voilà, on passe là-dessus. Le match des Knicks, tu as bien résumé. Je pense que les Raptors ont décidé de tout miser sur les Nets. Ils ont reposé énormément de joueurs. Et il faut dire que les Knicks, eux, étaient décidés à le gagner. Ouais. Même quand les Raptors ont commencé à mettre des remplaçants, Kat et Brunson, Ils sont restés sur le terrain. Ouais. Et Brunson a été exceptionnel sur ce match-là. En troisième quart-temps, c'est lui qui a dit bon, c'est la fin c'est la fin de la récréation, les amis. Personne n'est en mesure de l'arrêter. C'est assez Je impressionnant. pense qu'ils voulaient garder la troisième place. Ils voulaient la troisième place. Et je pense qu'ils veulent jouer les Raptors parce que, comme tu l'as dit, ça fait 5 victoires parce qu'il y a eu le play-in en plus contre le NBA Cup Tournament.
Ils ont éliminé. Ils ont éliminé les Raptors, donc ils les ont battus 5 fois cette année. Et ça fait 12 matchs dans l'histoire, là, depuis 2022. Ouais. Depuis que Depuis que OG OG, c'est ça. depuis que OG Anunoby est aux Knicks, les Knicks ne perdent plus contre les Raptors. Donc, c'est logiquement que je pense que les Knicks veulent avoir les Raptors en série. On parlera après de est-ce que c'était mieux pour les Raptors de jouer les Knicks ou les Cavaliers. On parlera en deuxième partie d'émission. On va passer à la suite, Patrick. On va parler des joueurs de la semaine et on va commencer par Brandon Ingram qui a été sensationnel dans ces 2 rencontres contre Miami, un peu moins contre New York. New York, mais Mhm. en fait, et c'est ce que j'ai envie de dire, il doit être aidé par ses coéquipiers autour de lui. Parce que quand Brandon Ingram crée des décalages, si les coéquipiers autour ne mettent pas les tirs à 3 points, ça devient compliqué pour les Raptors. Mais déjà, qu'est-ce que tu retiens de cette semaine de Brandon Ingram? Et ma question, c'est est-ce qu'on a eu un aperçu du Brandon Ingram qu'on peut attendre pendant les playoffs? Ah, justement, c'est ça que j'allais dire parce que les matchs contre Miami, on a eu un peu, c'est comme dans les films où on dit coming soon. Donc, c'est ça l'impression que j'avais. Et puis, des fois, Brandon Ingram nous surprend parce que des fois, il va petit à petit, il va marquer 1 point, 2 points, 2 paniers. Mais là, quand il est dans la zone, c'est vraiment difficile d'arrêter Brandon Ingram. Et donc, j'ai retenu 2 choses. Un, il nous a donné un petit aperçu de ce que peut-être on peut s'attendre dans les playoffs. Deux, il m'a rappelé Kawhi parce que l'équipe médicale des Raptors, ils font un plan de sorte que les joueurs, les meilleurs joueurs soient au top vraiment de leur niveau pendant les playoffs. Et donc, quand on le voit jouer contre Miami, donc avec les 38 points qu'il a marqués, j'ai dit, oh, il est prêt. Parce que, d'abord, il a joué tellement de matchs euh, cette année avec le Raptors qu'il a joué, je ne sais pas quelle saison, il a joué autant de matchs. C'est la première fois depuis son année rookie C'est ça. qu'il dépasse les 70 matchs. Exactement. Et puis, dans les entrevues qu'il a fait tout au long de la saison, chaque fois, il disait l'équipe médicale, donc les trainers, ils sont vraiment avec lui, il l'accompagne, les massages, les séances dans le gym et tout ça. Donc, il dit vraiment l'équipe médicale des Raptors, ils l'ont mis vraiment au top niveau. Donc, contre donc le Heat de Miami, on a vu vraiment le Brandon Ingram que les Raptors ont voulu avoir cette saison. Et surtout, moi, ce que je garde aussi, c'est que c'était des matchs où il fallait absolument gagner. Parce que perdre contre donc Miami, donc les 2 matchs, ça va être compliqué pour la situation en playoff. Donc, ils ont dit, il faut absolument gagner. Donc, il a amené vraiment le top niveau de ce qu'on peut s'attendre dans les playoffs. Mais aussi les playoffs, quelle soit l'équipe qui va rencontrer les Raptors, ils vont venir avec un plan pour arrêter Brandon Ingram. Donc, comme tu viens de le dire, il faut que les autres assurent. Parce que la prise à 2, la prise à 3, là, il n'y aura pas de surprise. Ils vont vraiment le prendre. Donc, il faudra que RJ Barrett, il faudra que Emmanuel Quickly, les autres qui vont jouer, il faut qu'il mette les tirs parce que s'il ne peut pas marquer ses tirs, il va sortir la balle. Donc, on va compter sur ces joueurs-là pour marquer les tirs parce que ils seront ouverts de toute façon. Et justement, je voulais rebondir là-dessus. On a vu comment Miami s'est adapté d'un match à l'autre. Au premier match, ils ont énormément doublé Brandon Ingram, qui a quand même scoré, mais qui a fait jouer ses coéquipiers. Au match suivant, on a vu beaucoup de couverture individuelle. Ouais. Et c'est là que Brandon Ingram a explosé parce qu'il n'y avait pas le joueur capable de l'arrêter en 1 contre 1. On verra contre les Knicks si ça va être une autre paire de manches parce que là, je pense qu'il y a les joueurs capables de l'arrêter en 1 contre 1 et il y a les joueurs capables de bien venir le doubler. Mais on n'est pas encore à la preview du match contre les Knicks, donc on verra ça plus tard. Mais ce que je voulais ajouter, c'est que je trouve que dans cette série, ces 2 matchs contre Miami, en fait, il a joué très juste. Ce qu'on pouvait lui reprocher des fois, c'était d'un peu trop forcer sur le mi-distance, le turnaround, parce qu'il l'a dit lui-même après le match, hein, il peut tirer au-dessus de quasiment n'importe quel joueur. N'importe qui, oui. À part peut-être Wemby, des Chet Holmgren,
Et encore, quand il fait le turnaround jumper, il y a peu de monde qui sont capables de contrer, à l'image d'un Kobe à l'époque, à l'image d'un Shai Gilgeous-Alexander, etc. Ces joueurs-là qui ont une finesse dans le tir et dans le tir à reculons, le fadeaway. Mais là, je trouve qu'il a joué très juste. Je ne sais plus s'il a fait plus de 7 passes, mais à un moment, il était à 38 points, 7 rebonds, 7 passes. Je crois qu'il s'est arrêté là. Mais en tout cas, il trouve ses coéquipiers. Et vraiment, je trouve que la clé pour l'attaque de ces Raptors, qui, on le rappelle, font partie des équipes qui génèrent le plus de 3 points ouverts, mais qui font partie aussi des équipes qui en marquent le moins. C'est ça. Vraiment la clé pour ces Raptors, parce que en fait, je trouve que en fait, cette saison, c'est vrai qu'on n'a pas réussi à battre les meilleures équipes et on a eu tendance à se dire, oh, c'est parce que notre option numéro 1, Brandon Ingram, c'est peut-être pas une vraie option numéro 1, c'est peut-être pas le joueur qu'il nous faut, il nous faut meilleur encore à ce poste-là. Mais moi, j'ai envie quand même qu'on attende de voir les playoffs pour voir ce que ça va donner. Parce que malgré tout, Brandon Ingram, c'est quand même un joueur pour lequel les équipes adverses font un plan de match. Bah oui. Il y a un plan de match spécial Brandon Ingram. Et ça, c'est le genre de joueurs qui sont des options numéro 1, qui te créent des choses. Maintenant, quand Brandon Ingram va être pris à 2, bien sûr, il va falloir qu'il fasse les bons choix, donner la balle aux bons joueurs, au bon moment, mais il va falloir que ces joueurs mettent leur tir. Et typiquement, ce que j'ai bien aimé, c'est que dans le match contre Miami, à un moment, il y a un 3 points de Jamal Shead sur une passe décisive de Brandon Ingram. Il rate le tir. Brandon Ingram prend le rebond offensif. Et ce qu'il fait, c'est qu'il montre sa confiance en Jamal Shead. Il redonne la balle. Et Shead met le tir à 3 points. Et ça, je pense que c'est ultra important qu'il garde sa confiance en ses coéquipiers et justement qu'il ne commence pas à prendre des tirs impossibles où il sera par-dessus 2-3 joueurs. Parce que ça, peut-être, à la différence des grandes superstars comme Kawhi, il est peut-être pas capable de le faire. Et c'est normal. Il n'y a pas énormément de joueurs dans la ligue. Il y a peut-être Shea, Jason Tatum, Jalen Brown, je suis même pas sûr. Doncic, bien sûr. LeBron et peut-être Edwards, mais il n'y a pas énormément de joueurs qui sont capables, dans un 1 contre 1 sur une prise à 2, d'aller shooter en fadeaway ou de trouver la passe pour réussir à. Wembanyama aussi. Bon, Wemby, c'est autre chose. Lui, il shoot par-dessus tout le monde. Ben oui. Mais je pense que Darko a aussi. Il a un peu changé de système pour s'adapter à Brandon Ingram parce que dans les matchs précédents, il donnait la balle à Brandon Ingram à 8 secondes de la fin des 24 secondes. Mais là, il a un peu changé le système. Il est un peu en reculant. Donc, quand il a la balle, il a le temps d'opérer parce que il fallait s'ajuster par rapport à ça parce que chaque fois que l'attaque de Raptors ne marche pas, c'est qu'il donnait la balle à Brandon Ingram à 6 secondes de la fin des 24. Alors, il ne pouvait pas faire de miracle à chaque fois. Donc, je pense que cet ajustement Darko a fait et puis ça semble marcher pour le moment. Oui, j'ai l'impression qu'il a diversifié aussi les moyens de le trouver. C'est vrai qu'en début de saison, c'était énormément de double écran, sortie d'écran. Et parfois, ça mettait du temps à ce qu'il arrive à se libérer. Et comme tu dis, les Raptors mettaient beaucoup trop de temps à rentrer dans leur système. Et du coup, c'était des tirs. Là, c'est vrai qu'on voit énormément de Brandon Ingram tôt dans la possession, qui va créer un décalage. Et parfois, le ballon lui revient après avoir fait extra passe, extra passe, extra passe. Parfois, c'est un autre joueur qui profite du décalage parce que Ingram fait extrêmement aussi beaucoup de hockey pass, comme on dit, l'avant-dernière passe qui permet de créer le décalage. Donc ça va vraiment être une clé pendant les playoffs. Et moi, j'ai envie quand même de donner une chance à Brandon Ingram de montrer qu'il peut être cette première option parce que malgré tout, il a fait quand même 13 matchs cette saison à plus de 30 points. On l'a vu contre les Knicks en dehors du match de ce vendredi soir. Il tourne quand même à 25 points de moyenne contre les Knicks. Donc, c'est pas forcément lui qui s'est planté dans les matchs face aux grosses équipes. Donc, j'ai envie qu'on lui donne le bénéfice du doute. Et après, bien sûr, il faudra voir si Scottie Barnes sera capable d'élever son niveau de jeu. Mais on reviendra là-dessus quand on fera les previews, l'analyse de matchs de play-off ou de play-in. On espère que ça sera play-off, bien sûr. On va passer au deuxième joueur parce qu'il a été tout autant important et dans un registre opposé à Brandon Ingram. C'est surtout en défense. Mais qu'est-ce qu'il fait du bien, ce passage de CMB depuis son retour, Patrick? Ah oui, chaque fois que je vois CMB jouer, je dis, mais les Raptors ont trouvé une perle là. Il a 20 ans. C'est un rookie, mais il joue avec une telle intelligence. Il y a des choses qu'il fait que c'est très difficile pour un coach d'enseigner.
être à la bonne place au bon moment et puis être un joueur aussi physique et pouvoir défendre contre n'importe qui, que ce soit meneur, que ce soit arrière, que ce soit centre. C'est énorme ce qu'il peut apporter. Et puis, même les rebonds en attaque, si tu rates, s'il est dans les environs, il va aller se battre, mais il est extraordinaire. Et surtout qu'il joue avec énormément de blessures. Des fois, c'est le pouce de la main droite, le pouce de la main gauche, l'épaule, mais son physique, donc sa détermination et puis son placement au bon moment, c'est une perle qu'ils ont. Et puis, il n'a que 20 ans. Et puis, justement, après le match de Miami, Darko, il a beaucoup parlé de lui. Il a dit c'est quelqu'un qui est humble, qui a envie d'apprendre, qui ne vient pas dire OK, j'étais un bon joueur au collège, donc je sais tout faire. Mhm. Il pose les questions, il s'entraîne, et puis ça fait longtemps qu'il joue, alors qu'il n'est pas à 100% physiquement. Mais CMB, c'est un de ces joueurs que tu vois les statistiques ne racontent pas toute l'histoire. Mhm. Il faut le voir jouer pour comprendre l'impact. C'est du genre Draymond Green. Ouais. Euh, il peut faire un match à 4 points, mais son impact dans de la victoire du match, il faut le voir. Scottie Barnes a ça aussi. Scottie Barnes a ça aussi. Et en dernier, ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai hâte qu'il entre sur le terrain. C'est Oh. vraiment l'âme secrète des Raptors. Quand je vois sur le terrain CMB, Jamal Shed, Jacoby Walter, je dis, défensivement, ça va être, ça va être l'enfer pour l'équipe adverse. Et puis, c'est vraiment la clé pour Darko de jouer en transition. Tu mets dans la sauce, tu mets un Mamou qui joue très bien aussi en transition, tire à 3 points. Ça va être la clé de ces playoffs-là parce que Darko, quand même, a le luxe d'avoir 4 bons remplaçants qui vont être dans qui vont être dans la rotation dans les playoffs parce que, en général, dans les playoffs, la rotation, ça va être 3 joueurs maximum, mais lui, il a 4 qui peuvent faire jouer que si jamais il y a un problème de match, ce sera CMB donc, qui va commencer les matchs parce il peut défendre contre n'importe qui. Et puis, c'est l'avenir des Raptors avec CMB. Vraiment, je suis vraiment satisfait que, ils ont tanké pour avoir un joueur comme ça. Mhm. Donc, ça répond aux prières des fans et puis les joueurs qui apprécient bien le basket, je pense qu'ils apprécient bien CMB. Ça, c'est un joueur de puriste, tout simplement, Ouais. parce que les fans qui aiment le flashy, les dunks, les tirs à 3 points, les step back, les dribbles et tout ça, ils vont peut-être pas se retrouver en CMB. Ouais. Mais je voulais quand même aborder le jeu offensif, parce que là, depuis quelques matchs, c'est quand même assez impressionnant de voir que, comme tu disais, Michael Bridge a révélé, il a 2 blessures différentes sur le même pouce. Oui. Et c'est notre ami William Lou qui a pris en vidéo, tu étais avec lui J'étais d'ailleurs, tu avec m'as lui dit, quand. Oui, qui oui. a posté ça sur les réseaux sociaux. Quand ils ont fait le tour de son pouce avec le strap, c'est pas un tour, c'est pas 2 tours, c'est 12 tours qu'ils Oui, ont fait. oui, Il oui. a un pouce qui est énorme comme ça, et malgré cela, il arrive à produire offensivement, et on voit la différence. Maintenant, il arrive à jouer avec cette blessure, mais avant, il avait du mal à finir, il Ouais, n'était pas agressif. ouais, Des fois, il laissait filer des actions sous le panier pour faire la passe. Là, ça a changé. ouais. Il termine au dunk, il termine des lay-ups face à des joueurs plus grands. Mhm. Il commence à nous montrer son toucher avec des petits flotteurs dont il avait déjà le talent à l'université, parce que pour avoir écouté Samson Falk, notre camarade de Pull Up Tray, que vous savez, je suis beaucoup, et qui était le fan numéro 1 de CMB pour la draft, il faut juste aller voir la vidéo du moment où il découvre que les Raptors ont drafté CMB, son visage il s'illumine. Cette vidéo elle est magnifique, je vous invite à aller le voir parce que Samson, on ne voit pas tout le temps sourire, il est plutôt sérieux, mais quand il a appris que les Raptors avaient drafté CMB, il s'est illuminé. Et il en a même parlé dans le dernier Pull-Up Tray qu'à la fac, il avait un tir à mi-distance. Et d'ailleurs, au Draft Combine,
S'il avait été moqué un petit peu pour son tir à 3 points, à mi-distance, je crois il avait fait un truc comme 22 sur 25, Ah un ouais? truc dans le genre. Donc il y a encore une grosse marge de progression et on peut se dire, comme au début de saison, le tir à 3 points peut peut-être venir et dans ces cas-là, ça va être Ah ouais. vraiment Ah le oui. centre ultime, Ah ben oui. de petite taille dans un jeu assez, différent des autres. Mais vraiment, on va se poser la question pour, peut-être même pour les playoffs, qu'on va analyser ces séries à venir. Est-ce que CMB doit être le titulaire? On va pas aborder ça maintenant, mais en tout cas, toi, qu'est-ce que tu as vu de son jeu offensif? Moi, je trouve que c'est assez bluffant de voir, comment il a progressé depuis son retour de blessure. Oui, oui, oui et puis, sur pick and roll, il est bon Mmh. aussi. On a vu, un peu d'action avec Michael Fultz, quand il était là, dans les 10 jours qu'il avait Ouais, le pick and roll, il sait bien se placer. Pour revenir à la vidéo de notre ami William Lou, où il mettait justement les bandes sur son doigt, mais à l'échauffement, il fait l'échauffement avec une machine. Donc la vidéo ne montre pas, mais quand il fait ses échauffements, il y a une machine qui est sur son bras, qui prend. Donc il joue, il n'est pas à 100%, mais il a dit je veux jouer, malgré les douleurs, je veux être là. Et je pense que offensivement, on commence, comme tu viens de le dire, on commence à voir ce qu'il peut développer. Et puis la NBA, c'est un peu différent du collège parce que quand tu es rookie, on te donne deux, trois choses à faire. mmh, On te dit développe ça et après on va ajouter des éléments sur son jeu. Mais quand il va commencer à mettre les tirs à l'extérieur, il a essayé deux fois de mettre des 3 points, mais quand il va mettre ses tirs, quand il va développer son jeu offensif, ça va être, je ne sais pas, il n'y a pas de limite à ce qu'il va faire. Et puis, voir la combinaison CMB en défense avec. Tu l'as dit au dernier match contre Miami, les défenseurs sont épuisés de jouer contre CMB et quand il sort, c'est Barnes qui entre. Donc, il y a vraiment pas de repos non. quand tu joues contre cette Et équipe-là. Donc, et quand tu as les 2 sur le terrain, tu t'appelles un écran pour te débarrasser de CMB et qui est-ce qui switch? C'est Scotty Barnes. Scotty Barnes. Et si tu arrives à te dépatouiller de Scotty Barnes, tu as un Jacoby Walker qui Jacoby arrive Watson. derrière et qui t'arrache le ballon ou un Jam Hachette qui vient passer l'écran, tomber et prendre la Donc, faute défensivement, offensive. ils ont beaucoup d'options vraiment des joueurs qui sont physiques et puis qui savent bien se déplacer puis qui peuvent défendre contre n'importe qui. Vraiment, CMB, c'est vraiment la révélation de cette année. Moi, les deux révélations cette année qui m'ont surpris, c'est CMB et Sandro. C'est vraiment de bonnes surprises. Bien sûr, Jacoby qui a pris sa place avec une telle compétition en début de saison. Mais en tout cas, l'avenir est très prometteur pour ces Raptors avec CMB. Ouais. Ouais. On va aller en pause là-dessus, sur ces belles paroles. Et CMB aussi, la capacité de pénétrer, on ne l'a pas encore trop vu. Mhm. Mais justement, à l'avenir, si on l'imagine au poste 5 face à des 5 de grande taille, peut-être qu'il va des fois galérer un petit peu, mais en tout cas, il aura un avantage de l'autre côté du terrain parce qu'on l'a déjà vu capable de finir sous le cercle. On a vu des finitions contre Miami où Mhm. il feinte, il passe en dessous. Et puis en plus, c'est un gaucher. Donc les gauchers, Ouais, on c'est sait qu'ils ça. sont toujours très durs à défendre. Ouais, On l'a vu, on le voit avec RJ Barrett, avec Mamou aussi. ouais. C'est toujours particulier pour les C'est défenseurs vrai, de ils ont défendre. trois gauchers. Ils ont trois gauchers dans cette équipe et c'est toujours un calvaire pour les défenseurs parce que, en fait, quand tu es droitier, tu es habitué à ce qu'il y ait du mimétisme en face. Que si le gars part à droite, tu sais que ce gars part en layup, il va quand tu es là. Et ben là, le gaucher, il inverse tout, même Mhm. dans les pas. Donc, c'est toujours très compliqué à défendre et en fait, la marge de progression, elle est tellement énorme. Et comme tu l'as dit, d'habitude, on rajoute petit à petit, mais c'est saison après saison. Je me rappelle Pascal Siakam, Ouais. c'est peut-être saison 3 ou saison Mhm. 4 qu'il a vraiment commencé à avoir plus de liberté de Ouais. la part des coachs. Là, on a l'impression que CMB, c'est par 20 matchs, en fait, on lui donne Ouais. plus de Ouais. choses à Ouais, faire. ouais. Donc, c'est Est-ce que vraiment. moi, je commence à rêver si jamais les Raptors décident de donner une chance à Uli Shomche de venir l'année prochaine, la défense, ça va être énorme. Ouais. Avoir Ulysse dans ton. Et puis, on a vu dans les vidéos, il travaille beaucoup. Espérons qu'il. Mhm. Si on croise les doigts, si Ulysse, CMB, Barnes, la défense, ça va. En tout cas.
On va voir On va comment voir. Ulrich revient en G-League déjà. Ouais. Mais oui, c'est vrai que physiquement, il a beaucoup travaillé. Et si vous le voyez sur Instagram, c'est plus du tout la même personne. Ouais. Donc, espérons aussi pour Ulrich que ça va pas lui faire perdre en mobilité parce que c'était quand même sa force. Ouais. Si tu te rappelles le contre qu'il met quand il part de la ligne des lancers francs, c'est parce qu'il avait cette Ouais. mobilité. Donc, on va suivre ça. Ce sera une autre discussion, ça. On espère un retour d'Ulrich Homché. On va aller en pause et on se retrouve juste après pour parler de la question du jour. Et puis, en fait, c'est un peu 3 questions du jour. On aura 3 questions après la pause. À tout de suite. Nous sommes en pause. Si vous appréciez l'émission, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube de Choc FM. Activez la cloche pour ne rien manquer. Likez et commentez. Vous pouvez aussi retrouver ce podcast en rediffusion sur toutes les plateformes. Le nom, c'est bien sûr Franco Raptors avec vous, Patrick Biznavi et Mike Laviole, toutes les semaines, les samedis, à partir de 13h sur Choc FM. Nous sommes de retour. C'est Mike Laviole, Patrick Bizindavi, Franco Raptors sur les ondes de Choc FM 105.1, votre rendez-vous 100% en français. Franchement, Raptors, Franco Raptors, c'est tous les mercredis et parfois le samedi comme aujourd'hui. On a décalé aujourd'hui, c'est vrai, parce que c'était mieux de terminer sur la fin de la saison régulière. Il reste un match encore, mais c'était mieux que le faire mercredi où on n'aurait pas beaucoup d'informations à vous livrer. Là, on a eu les 2 victoires face au 8, donc on est bien dans l'actualité et on sait à quoi s'attendre avant le match de dimanche. La question du jour, Patrick, les Raptors qui vont. Il y a des grandes chances qu'ils aillent en playoff dans les séries, même si contre les Knicks ou contre les Cavs, il y a des grandes chances que ça passe pas. On ne va pas vendre du rêve à nos auditeurs. On ne va pas promettre que les Raptors seront au deuxième tour. Il y a de grandes chances que ça ne passe pas. Mais Patrick, je voudrais qu'on fasse le tour de la question. Pourquoi c'est fondamental pour ces Raptors d'aller en playoff cette année? Ah, c'est très fondamental parce que il faut avoir joué dans les playoffs pour comprendre ce que ça prend de gagner dans les playoffs. Cette expérience-là, parce que l'équipe des Raptors, c'est une équipe très jeune. Donc, si on prend les remplaçants, il y a peu, même toute l'équipe en général, il y a peu qui ont déjà eu cette expérience d'être dans les playoffs. On peut Yak, Brandon Ingram, un peu Scotty Barnes. C'est tout. Hein. Quickly Barrett. Quickly Barrett avec les Knicks, mais ils étaient encore jeunes dans leur carrière. Donc, je pense que Darko le dit toujours, cette année, c'était une année cruciale dans le développement parce que il dit toujours, il faut jouer des meaningful games. Donc, les matchs qui ont un enjeu. Et donc, c'est pour cela que, à mon avis, Grady Dick a de la peine à se retrouver dans la rotation parce que là, c'est des matchs qui ont un sens, qu'il faut gagner, où il faut vraiment se démarquer pour jouer. Et les playoffs, c'est un autre niveau. Et je pense que si on regarde les dernières années, une équipe comme Indiana, le fait d'avoir joué l'année d'avant, d'aller loin dans le NBA Cup, ça a donné un peu d'expérience du goût de ce que ça prend comme compétition. Et l'année suivante, ils avaient la confiance, ils avaient l'expérience d'aller jusqu'en finale. Et donc, la NBA, c'est une ligue où c'est très difficile de brûler des étapes. Il faut y aller progressivement, avoir cette expérience. On a vu avec OKC, ils ont fait 2, 3, 4 ans à perdre. Et puis, l'année suivante, ils vont faire un niveau, ils sont allés. Et là, ils sont devenus champions. La même chose pour Détroit. Donc, ça prend ça pour avoir l'expérience. Et puis, quand on ajoute l'élément qu'il faut, c'est ça. Si on revient, par exemple, à l'équipe qui a gagné le titre en 2019, c'est une équipe qui est arrivée, qui est éliminée au premier tour, qui a été éliminée au deuxième tour, qui a été éliminée dans les finales. Ils sont arrivés en finale Est carrément. Et puis, cette expérience a fait que quand ils ont amené Danny Green, quand ils ont amené Serge Ibaka, quand ils ont amené Kawhi, c'était le déclic pour aller en finale et gagner. Donc, il ne faut pas vraiment brûler les étapes. Et je pense que dans le développement de ces Raptors, les 3 dernières années, c'était avoir du temps de jeu. Et puis, deuxième année, pouvoir aller
jouer les quatrièmes quart-temps avec vraiment des jeunes, des rookies. Cette année, c'était OK, on va jouer des meaningful games, mais là, il faut être dans le feu du match pour comprendre, pour avoir cette expérience. Et comme ça, l'année prochaine, s'ils veulent aller plus loin, ils vont prendre cette expérience-là. Ou bien, des joueurs qui se sont développés, ils vont les échanger contre des stars. Et puis, c'est comme ça qu'on dit. Il ne faut pas vraiment brûler les étapes. C'est pour ça que c'est vraiment important dans le développement de cette équipe-là de, de pouvoir passer par cette expérience. Je vais terminer sur ça. Quand on dit développement, c'est aussi le développement du coaching staff. Parce que ça fait seulement 3 ans que Darko est head coach d'une équipe NBA. Lui aussi, il a besoin de jouer dans les playoffs pour aller justement à l'autre niveau dans son coaching pour être prêt l'année prochaine. Je pense que tout ça va aussi donner à l'équipe donc le management d'évaluer ces joueurs-là et de prendre des décisions parce que l'équipe l'année prochaine ne sera pas cette équipe-là. Il y aura des changements à faire. Donc, dans les playoffs, c'est là où ils vont tester, là où cette équipe peut aller. Et puis, l'année prochaine, on verra. Je pensais que tu n'allais pas aller là-dessus et que j'allais pouvoir compléter ce que tu disais, mais au final, tu as été extrêmement complet. Moi, c'était ça que je voulais dire parce que je savais que tu allais aborder très largement le côté expérience et j'ai rien à rajouter là-dessus. Et moi, je me disais justement, en plus de ce côté expérience, c'est une année d'évaluation de l'équipe, d'évaluation de certains joueurs qui ont des gros contrats ou des joueurs qui vont devoir être renouvelés. Et en fait, on a besoin de voir ce qu'ils valent dans une série de playoffs parce qu'en fait, c'est bien beau la saison régulière. C'est bien beau de mettre 20 points en saison régulière, de mettre 22 points en saison régulière, même d'être All-Star en saison régulière. Mais ce qui compte, c'est quel impact tu vas avoir pendant les playoffs. C'est ça l'intérêt, en fait, des playoffs, tout simplement. C'est quel impact vont avoir ces joueurs. C'est est-ce que l'impact défensif de Scottie Barnes peut se reproduire en playoffs? Est-ce qu'il peut élever son niveau de jeu et te faire gagner des matchs en playoff? Est-ce que Brandon Ingram peut porter l'attaque de cette équipe ou est-ce que, comme beaucoup le disent déjà, on s'est trompé sur la personne et c'est un joueur qui va flamber contre les petites équipes mais qui malheureusement est limité quand c'est les choses sérieuses? Voilà, déjà, c'est deux joueurs, tes joueurs majeurs. Ensuite, RJ Barrett, est-ce qu'il est capable d'avoir le même impact offensif dans une série de playoffs ou est-ce qu'il va continuer à faire des erreurs qui sont impardonnables dans les moments importants? Parce que là, ça sera encore plus important. Les pertes de balles qu'il nous fait des fois en fin de match, ça sera interdit. Quickly, est-ce qu'il peut être décisif? Est-ce qu'il peut monter aussi son niveau de jeu, être adroit à 3 points, continuer à étirer le jeu, continuer à être intéressant en défense? Parce que Darko a dit c'est dans le top 2 des meilleurs joueurs de l'équipe loin du ballon. Il a progressé dans la défense en 1 contre 1. Et tous les role players, lesquels ne vont pas, j'ai envie d'être vulgaire, se faire dessus pendant les playoffs. Qui est-ce qui va assurer et qui est-ce qui va passer à côté et pour lequel on va se dire ah ouais, en saison régulière c'est bien, mais en fait en playoff on ne peut pas compter sur eux. Comme tu dis là, on va avoir 4 joueurs, je pense, à essayer. Jamal Shead, Mamou Kelashvili, Jacoby Walter et CMB. CMB, on ne se fait pas de soucis. Je pense que son jeu va être encore meilleur en playoff parce qu'il va pouvoir jouer physique sans beaucoup plus de fautes de sifflet. Jacoby, je pense que c'est pareil. Par contre, il y a des vraies interrogations sur Mamou Kelashvili, je pense, parce qu'il est comme assez soft au rebond et parfois en défense. Et bien sûr, Jamal Shead, la grosse question, est-ce que ça peut être ton meneur remplaçant efficace en playoff? Moi, pour l'instant, j'ai des gros doutes, mais peut-être qu'il va lever mes doutes ou peut-être qu'il va confirmer mes doutes. Donc, moi, c'est surtout ça. Et puis, tu l'as dit, Darko Rajakovic, on a envie de voir Darko Rajakovic dans une série en minimum 4 matchs, voire plus. Comment il va s'adapter? Qu'est-ce qu'il va nous proposer? Est-ce qu'il va être capable de déjouer les plans d'un entraîneur adverse? Est-ce qu'il va être capable de surprendre un entraîneur adverse? On sait qu'il est capable de s'adapter déjà sur les temps morts. Il est très, très bon. Est-ce qu'il va être capable de bien gérer les fins de match? Parce que les Raptors ont mal géré la plupart des fins de match cette année. Parce que je le disais, on le disait en rigolant avec un internaute sur Twitter. Si les Raptors avaient le bilan après 3 quarts-temps, on serait au-dessus de 60 victoires cette année. Puisque les Raptors ont souvent été devant à la fin du 3e quart et se sont écroulés dans des 4e cartons face à des grosses équipes et parfois même pas face à des grosses équipes. Donc ça va être très intéressant. Il y a énormément de choses à évaluer de la part du front office, de la direction. Donc ça va être vraiment, vraiment passionnant.
Est-ce que tu préfères, Patrick, j'enchaîne sans transition, est-ce que tu préfères les Knicks ou les Cavs pour le premier tour? Oh, il y a pas de débat là, c'est les Cavs carrément parce que, oui, bon, on les a battus, pendant la saison, les Cavs, je pense que, avant le trade, bien sûr, ils ont mais, la saison, les Raptors semblent ne pas avoir de solution contre les Knicks. Et puis là, si on se réfère, par exemple, à ce match, de ce vendredi, c'était un match où il n'y avait pas de Robinson, qui est dans les playoffs, parce que là, les playoffs, le jeu se ralentit, Mmh. et donc, il est énorme dans les playoffs parce que ses rebonds, c'est de la folie. Mais je pense que au niveau des match-ups, je pense que je préfère Cleveland parce que les Raptors ont du mal à jouer contre des équipes physiques. Les équipes physiques, que ce soit New York, que ce soit Detroit, les Raptors ont eu du mal vraiment à jouer contre eux. Et en termes de match-up, les arrières euh, de Cleveland, euh, oui, il y a du talent. Bien sûr, il y a James Harden, il y a Spider, mais je pense qu'on peut bien défendre contre eux. Donc, ce sera un bon match-up. Mais New York, ils sont très forts. Ils sont très forts. Et puis, que ce soit les 5 de départ, que ce soit les remplaçants, et puis 4, je ne vois personne défendre contre 4. S'il y a un but peut-être, mais lui aussi, côté taille, c'est pas la même chose. Mmh. Mais ce sera vraiment difficile de défendre contre les Knicks en jeu intérieur. Et puis Bronson, quand il a Bronson, il y a pas de solution chez les il n'y a Raptors non vraiment plus. pas de solution. Donc, si j'avais le choix à faire, ce serait carrément Cleveland. Ouais. Bah, moi aussi, mais attention, je tiens à préciser, je ne pense pas qu'on passe ni contre l'une, ni contre Non, l'autre. c'est ça. Oui, ça, Ça, il faut quand même le dire il faut parce le que dire. après, les gens vont mal interpréter et se dire oh, les On deux va là, ils gagner. croient qu'ils vont battre Cleveland. Non. Attention. Mais je suis d'accord avec toi et j'ajouterais exactement la même chose sur les lignes extérieures. Je trouve que Toronto a plus de chances de dominer physiquement Cleveland sur les lignes extérieures parce que Merrill, Harden et bien sûr Spider et Donovan Mitchell, c'est beaucoup moins athlétique déjà défensivement, alors que les Knicks, ils ont certes Brunson qui est peut-être le point faible défensif, mais à côté de ça, ils ont Hart, ils ont OG Oh, Anunoby et ils ont Bridges. Les trois sont en fait les joueurs peut-être les plus aptes à embêter RJ Barrett pour Hart parce qu'il est ultra physique sur RJ. Au rebond, il va aller prendre des rebonds sur RJ, mais surtout OG Anunoby OG, oui. pour défendre sur sur Brandon Ingram et se relayer avec Bridges. Les deux, ils ont les armes pour l'embêter. Et aussi, OG n'aura pas peur d'aller batailler physiquement contre Scotty Barnes. Là où, alors oui, il y a de la taille à l'intérieur chez les Cavs, mais je pense que Jakob Poeltl, déjà, on l'a vu contre, contre 4, c'est même pas la peine d'y penser. Ouais. Alors que Jarrett Allen, c'est un joueur qui a beaucoup moins de skills. Ouais, c'est Ça ça. va être des lobes, des finitions au cercle. Il est moins grand que Yak. Yak peut faire quelque chose. Je ne dis pas qu'il va le dominer parce qu'il y aura James Harden pour lui donner des bons ballons, etc. Mais je pense que Yak peut mieux tenir le duel contre Jarrett Allen, même s'il va être mis dans les pick and roll, ça va être compliqué. Scotty Barnes face à Mobley, on sait qu'il est motivé, on sait qu'il veut toujours gagner ce duel-là. Ça va être une des clés de la rencontre, mais Scotty Barnes peut tenir tête à Mobley. Là où il va aller devoir courir contre OG, qui fait toujours des gros matchs contre les Raptors. Et en plus, du coup, Brandon Ingram peut se contenter de défendre, par exemple, sur Merrill, Ouais. où il va moins se fatiguer à défendre sur un joueur comme Bridges, qui quand même peut prendre feu. Merrill, c'est surtout du tir à 3 points. Il ne va pas forcément aller driver sur Brandon Ingram, etc. Après, il y a le banc des Cavs, qui ne m'inquiète pas plus que ça, Ouais, avec ouais, Schroeder, ouais. Mais bon, je ne dis pas que les Raptors se passeront parce qu'il y a quand même James Harden et, et aussi Donovan Mitchell. Il faudra un peu choisir son poison. Et on sait que James Harden a mis la misère aux Raptors cette année, notamment avec les Clippers Avec les dans le match Clippers, ouais, à ouais. domicile.
Mais à choisir, moi aussi, je préfère les Cavs. Peut-être les Raptors pourront en prendre un ou deux, faire bonne figure, alors que contre les Knicks, je les vois peut-être en prendre un sur un coup de chance, Ouais. mais j'ai beaucoup de mal à imaginer les Raptors battre ces Knicks, en fait. Non. Peut-être qu'on est traumatisé parce qu'ils Voilà, nous ont malmenés cette année. c'est le match de la saison. Léo Rotin sur TSN semblait confiant que les Raptors pourraient avoir les armes, mais moi Il j'arrive. y a peut-être des trucs qu'on n'a pas encore montré, Exactement. qui peuvent sortir. Mais bon, en tout cas, dans la NBA, l'aspect chance aussi, on voit par exemple Philadelphie qui perd Embiid les 2 derniers matchs de la saison. Tout peut arriver en NBA. Tout peut arriver en NBA. Un joueur peut prendre feu, ou bien le contraire, un joueur peut tout rater. Ouais. Donc, mais sinon, si on a choisi, je pense que je suis du même avis que toi. Là, c'est carrément, donc Cleveland. Et puis, on aura la chance de poser une question en français au coach de Cleveland. Moi, je suis traumatisé par les Knicks de toute façon. Et qu'on les affronte ou pas, et si on passe, qu'on les élimine, ça sera exceptionnel. Ouais. Mais s'ils passent, moi, je vais soutenir les Knicks et les Pistons dans ces playoffs. On termine rapidement. On a une petite dizaine de minutes pour en parler. Le cas Norman Powell, j'ai fait un tweet que je pensais pas qu'il allait faire autant parler. Norman Powell, c'est toi qui me l'as signalé, qui sera agent libre à la fin À de la cette fin de la saison. saison, ouais. Donc, il a été All-Star, il devrait demander beaucoup d'argent. Mais est-ce que, selon toi, ça pourrait être une cible pour les Raptors? Il clame son amour des Raptors à chaque fois qu'il est interrogé, à chaque fois qu'il revient à Toronto, on lui demande, il dit, moi, j'avais pas envie de partir, je me voyais rester ici, etc., etc. Je pense qu'il en veut pas forcément à la direction, il n'est pas parti en mauvais termes, Non. il est toujours acclamé quand il revient à Scotiabank Arena. Bien sûr, s'il venait à signer à Toronto, il faudrait faire de la place dans la masse salariale. Avant de parler de qui ce serait, est-ce que pour toi, s'il y avait la possibilité de le signer, et est-ce que c'est une possibilité pour toi déjà? Est-ce que tu crois que c'est faisable? Et est-ce que tu signerais Norman Powell? Là, depuis hier, tu m'as posé la question depuis hier, mais j'hésite encore parce que, un, les Raptors semblent avoir autour de Scottie Barnes, parce qu'on sait que Scottie Barnes, c'est un franchise player, il semble avoir des joueurs carrément du même âge, du même. Donc, et là, Norman Powell, il a dépassé les 30 ans, même s'il a été All-Star cette saison. Est-ce que un joueur comme Norman Powell, c'est un joueur qui va amener une grosse différence, qui va faire que les Raptors partent de 47 matchs à 55? Je ne sais pas. Offensivement, peut-être, oui, mais aussi, j'ai du mal à voir. Moi, je pense que ça a été une décision stratégique de la part de Miami de ne pas signer Norman Powell un contrat, donc lui donner une extension, parce qu'ils misent sur peut-être Yanis. Donc, ils vont dire, quand on va signer Yanis, les autres choses vont entrer en place. S'ils parviennent à signer Yanis à Miami, je vois bien Norman Powell rester à Miami, jouer avec Yanis, avec Bam. Ça serait énorme pour eux d'avoir cette occasion. Et moi, l'autre aspect que tu as signalé qui risque d'avoir un problème, c'est l'aspect financier. Parce que quand même, il faut dire qu'il a fait ses preuves. Donc, il s'attend à ce qu'il soit bien payé. Est-ce que avoir déjà là, je pense en anglais, les commitments qu'ils ont avec Brandon Ingram, qui est encore sous contrat, Yak qui a encore son contrat, IQ qui a encore son contrat, ajouter un autre gros contrat, je pense que ça va être difficile. Bon, il est vrai qu'ils peuvent faire un trade avec le contrat de RJ Barrett. Mais je ne pense pas qu'il y aura un fit pour avoir quelqu'un comme Norman Powell. Un, l'âge, parce qu'il ne reste pas beaucoup d'années pour lui. Deux, l'aspect financier aussi. Donc, ça va être compliqué. Mais avoir peut-être un Norman Powell en sortie de banc, ça serait bien intéressant. Mais là, est-ce que c'est un joueur de banc? Je ne sais pas. Moi, je pense que s'il vient, il sera pas sur le banc et c'est peut-être ça le problème. Ouais. Mais pour moi, il y a pas de question à se poser en fait.
pour moi, Norman Powell, il serait exceptionnel dans cette équipe parce qu'en fait, il apporterait ce qu'on manque cruellement, c'est de l'expérience. Mhm. Parce que je suis d'accord avec l'histoire de la timeline, mais au bout d'un moment, si tu veux viser plus haut, Ouais. tu peux pas te contenter d'avoir des jeunes. Il te faut un gars expérimenté en sortie de banc ou dans ton 5 de départ qui est le gars sûr qui va aller te chercher des points quand on a besoin. Et Powell, il a le même profil un peu que R.J. Barrett, mais je trouve en meilleur. Et c'était ça ma question parce que tu as raison, le problème il est financier. Du coup, ma question que j'allais te poser, c'est est-ce que tu te débrouilles pour transférer R.J. Barrett sur cette année prochaine, pour libérer cet été, tu le transfères, peut-être contre une équipe qui aura de la place et qui va t'échanger des pics et un joueur dont ils veulent se débarrasser, mais qui aurait un petit contrat, un contrat finissant, pour faire de la place et signer Norman Powell. Est-ce que toi, tu prendrais Powell over Barrett? Non, je ne pense pas. Parce que, rappelle-toi quand ils ont fait le trade entre Power et Gary Trent, ils avaient presque un peu presque le même profil, et presque le même moyen de points, mais Gary Trent Jr. avait 23 ans. Mais on s'est fait arnaquer là-dessus. Ben, on s'est fait arnaquer, c'est Parce que vrai. c'était pas le même profil au final. C'était pas le même profil, mais sur papier, Oui, sur papier, c'était comme un bon deal parce qu'ils se disaient, si on peut avoir la même production offensive que Norman Powell, mais un joueur plus jeune, de 23 ans, on peut l'avoir pour longtemps. Ça n'a pas marché. Sauf que Gary Trent n'a pas progressé alors que Powell, Ah oui, plus vieux, a continué à il a même progresser. été All-Star, donc ça c'est sûr. Donc, en termes d'avenir, si les Raptors sont dans le mode gagner tout de suite, Mhm. là, je pourrais bien comprendre de voir quelqu'un comme Norman Powell parce que gagner tout de suite, c'est le bon élément. Mais s'ils sont en mode on gagne dans 2-3 ans, je prends des RG. Ok, Je prends des RG. Ouais, ça se tient. ouais. Mais moi, j'ai du mal, déjà d'une, parce que ce qu'on entend depuis 2 ans, c'est que RJ Barrett n'est pas forcément un joueur sur qui la direction mise à tout prix. Mhm. Et d'ailleurs, il va avoir ses playoffs peut-être pour faire la différence dans l'esprit de la direction. Et je trouve que Norman Powell est un joueur qui a plus d'impact, plus de régularité et qui est devenu All-Star cette année. Est-ce que RJ Barrett deviendra All-Star? J'en suis pas sûr. Oh, je ne J'ai pense du pas. mal à voir RJ Barrett en fait progresser plus que ce qu'il a déjà fait là, qui est déjà exceptionnel, je trouve. C'est devenu un joueur, il était en dessous de la moyenne en efficacité. Maintenant, c'est devenu un joueur dans la moyenne en efficacité. Il est très bon sur le catch and shoot à 3 points, même si ça reste irrégulier. Là où Norman Powell, l'efficacité, c'est un joueur élite en fait. C'est ça qui l'a fait devenir All-Star cette année, parce que en soi, Norman Powell, c'est pas un All-Star du genre première option ou deuxième Ouais, option c'est d'une ça. équipe qui va gagner un titre. Mais c'est une troisième option de luxe en fait. Ah oui, oui, ça c'est sûr. Donc moi, je réfléchirais pas s'il y a la possibilité d'avoir Powell pour Barrett, mais je comprends qu'il y a l'aspect âge qui pourrait rentrer en jeu et bien sûr l'aspect salarial. Et il y aura de la concurrence sur Powell, même si je pense que c'est pas un joueur qui va à tout prix aller chercher les gros sous, quitte à jouer dans une équipe qui n'est pas compétitive. Ouais. Mais comme tu dis, si le Heat réussit à faire un gros coup et à avoir Antetokounmpo ou un autre gros joueur, ils auront besoin de Powell en troisième option. Et je pense qu'ils pourraient prendre moins cher qu'ailleurs, mais déjà à Miami. Ouais, ouais. Ne serait-ce que pour les taxes, Oui, vivre au c'est ça. soleil, etc. On sait que ça joue, faut pas se voiler la face. Bah oui, ça Il joue. aime bien Toronto, il adore Toronto, mais malgré tout, Miami, la Californie, le Texas, c'est quand même des climats qui sont bien plus intéressants. Là, il est revenu à Toronto, il faisait -14 avec Miami. C'est ça. Donc, il faut prendre ça en compte aussi. Donc, on laisse le débat ouvert. Donnez votre avis également en commentaire. C'est intéressant. J'avais fait un petit sondage qui malheureusement n'a pas eu beaucoup de réponses, mais ce qui était drôle, c'est que c'est sur 16 réponses, c'est pas beaucoup, mais c'est RJ Barrett qui a obtenu Ah oui? 59% des voix. Donc, c'est quand même intéressant de voir que les fans des Raptors sont attachés à RJ Mhm. Barrett, peut-être plus que la direction, mais ça va être à RJ de prouver. Je pense que lui, c'est celui qui a le plus à prouver pendant ces playoffs, qu'il peut être vraiment un joueur important pour cette équipe et un joueur indispensable. On en a déjà parlé beaucoup dans cette saison régulière qu'il était quand même indispensable, mais il semblerait que RJ ait toujours à faire ses preuves.
malheureusement pour lui. Mais voilà, est-ce que tu as un petit dernier mot ou... J'ai hâte vraiment que les playoffs commencent Ouais. et puis qu'on puisse voir justement RJ et les autres et puis en croisant les doigts que les Raptors gagnent ce dimanche et puis qu'ils nous... s'ils gagnent dimanche, qu'ils sont en playoff, ils ont le temps de se Une préparer semaine. parce qu'il y aura les play-in. Donc, s'il y a des blessures qui sont là, ils seront prêts vraiment pour les playoffs. Donc, on croise les doigts que dimanche, ça aille bien. Puis, je serais content de revoir mon ami Ochayak Badji. C'est vrai, c'est l'autre raison pour laquelle il faut que les Raptors absolument aillent en playoff et ne passent pas par le play-in. C'est pour avoir une semaine de repos. Ouais. Et donc, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ce sera la preview de la série de playoffs contre les Soit Knicks de les New York. Knicks de New York. Normalement, sauf si nos amis d'Atlanta décident de perdre contre Miami. Miami veut nous aider jusqu'au bout. Norman Powell, allez, c'est le moment de faire un match à 40 points contre les Hawks. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis comme d'habitude. Et puis, comme on dit toujours qu'on se quitte, Let's go Raptors! let's go Raptors, à la semaine prochaine pour parler playoffs. Peace.